C'est bien là l'essentiel. Très mauvaise. Devant l'irrésistible avancée des troupes allemandes, le gouvernement, accompagné des députés et des sénateurs, quitte Paris en toute hâte et se réfugie à Tours. 3 jours plus tard, un conseil interallié se tient en présence de Winston Churchill. La France, à bout de force, envisage de négocier une paix séparée et désire sonder son allié britannique. De Gaulle, dont on connaît l'opposition farouche à toute idée de capitulation, n'a pas été averti de cette réunion. Prévenu par une indiscrétion, il se précipite à Tours où il arrive en milieu d'après-midi. Ah, de Gaulle. Je pense que vous êtes là, mais Renaud m'a dit vous partez mon voyage. Me voici. Bien, bien, bien. Bien. Alors, nous faisons une promenade dans le jardin et aussi petite pipi. Et discutation très beaucoup après. Bien, monsieur le Premier ministre. L'homme du destin. Vous avez entendu, mon général, Quoi donc? ce que vient de dire M. Churchill? Vous écoutez aux portes maintenant? Churchill, je le connais bien. Capable de dire blanc le matin, noir l'après-midi. C'est un homme remarquable. De Gaulle, ma foi, vous n'êtes pas de trop. Venez, venez. Un verre, un petit pâté. Le saucisson n'est pas mal. Non, merci, monsieur le Président. J'ai déjeuné en route. Bien. Pour vous mettre rapidement au courant, j'ai posé à M. Churchill cette question toute simple. Comment réagirait le cabinet britannique si, je dis bien si, le gouvernement français était amené à demander une paix séparée? En violation de nos accords du 28 mars avec la Grande-Bretagne, qui nous interdisent de conclure une paix séparée. Il ne saurait y avoir violation d'un traité qui aurait été révisé d'un commun accord. C'est bien pourquoi j'ai posé cette question au Premier ministre britannique. Somme toute, je n'ai pas si mal joué, qu'en pensez-vous? Maintenant, les Anglais sont face à leurs responsabilités. Il va bien falloir qu'ils nous fassent une réponse claire à la fin. Attendre une réponse claire d'un Anglais, c'est demander à un bec de réciter le monologue d'Hamlet. Toubi, toutou, toutou, toutou. Vous vous croyez spirituel, Baudouin? Que vous a répondu, monsieur Churchill? Churchill a dit « Je comprends que vous demandiez l'armistice ». C'était net et sans bavure. Et oui, De Gaulle, M. Churchill comprend mieux que vous, semble-t-il, la triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Monsieur Churchill a-t-il bien dit cela? Je vous l'affirme. Et dans un français tout à fait limpide, pour une fois. Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai pas entendu exactement la même chose. Oh, qu'avez-vous entendu, Marjorie? J'ai entendu « je comprends » que vous allez demander l'armistice. Eh bien? Monsieur Churchill a dit « je comprends » et non pas « j'approuve ». Autrement dit « I understand » et pas « I agree ». Allons, monsieur. En un pareil moment, ces querelles linguistiques me paraissent singulièrement biscornues. Nos interlocuteurs ont fini leur tour de jardin. Messieurs, la séance peut reprendre. De Gaulle, vous restez avec nous, bien entendu. Je ne vous cache pas qu'il y a un peu de ruse dans la démarche. Si les Anglais nous sentent près de lâcher, peut-être pourrons-nous obtenir d'eux les avions et les chars, qu'ils nous refusent depuis un mois. Monsieur le Président, c'est le moment de parler haut et clair. La ruse ne vous servira de rien. Prenez nettement position, annoncez votre intention de poursuivre la lutte depuis l'Empire en Afrique du Nord. Et vous verrez que les Anglais nous apporteront tout le soutien nécessaire. Peut-être, De Gaulle. Oui, sans doute. Alger. Mais oui, ce serait une solution. Oh, voyez-vous. Dans ces moments-là, il faudrait prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir tranquillement. Je ne puis oppositionner les demandes de la France. Et je comprends les difficultés très énormes que vous rencontrez. Nous puissions dire ça ou ça. Mais change quoi? Rien. Rien ne change. Mais c'est pas vrai. Une chose, c'est la raison.
Une autre chose dit the heart. Tout compris? Une fois dernière, je demande à la France, dis-moi si tu veux la guerre ou armistice. Aucune porte n'est fermée, n'est-ce pas? Si la position du président Roosevelt évoluait et que les États-Unis décidaient d'entrer en guerre à nos côtés, dans ce cas, l'attitude de la France pourrait se trouver modifiée. Aux États-Unis, les élections en novembre, Roosevelt veut, lui, être élu. Si lui pense guerre bonne pour l'élection, il dira vive la guerre. Lui pense non, 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 guerre pas bonne pour l'élection. Alors, Churchill, Renault, Monsieur Hitler, batassez-vous comme vous voulez. Hop, hop, batassez-vous. So, armistice. Several problems need addressing now if France should decide to renege on our agreement of the 28th of March, first and foremost the Navy. Monsieur Churchill dit qu'il y a un certain nombre de problèmes à envisager au cas où la France souhaiterait rompre l'accord du 28 mars. Tout d'abord, la question de la flotte. We categorically refuse to allow the Germans to take control of the French Navy. It's one of the most powerful, if not the most powerful in the world. Monsieur Churchill dit qu'il ne saurait être question de laisser l'Allemagne s'emparer de la flotte française, qui est l'une des plus puissantes, sinon la plus puissante du monde. If Germany gains control of your fleet, England will be in grave danger, so I must know what steps the French government is prepared to take to shield her navy from the enemy if there is an armistice. Si les Allemands venaient à mettre la main sur votre flotte, c'est la sécurité de l'Angleterre qui serait gravement menacée. En conséquence, M. Churchill voudrait connaître les dispositions que le gouvernement français prendrait au cas où un armistice serait négocié pour soustraire la flotte à l'ennemi. La flotte, oui, naturellement, la flotte. Nous partageons l'inquiétude de M. Churchill au sujet de la flotte. Eh bien, pour la flotte, la France pourrait envisager des conditions particulières. I insist on guarantees from France that the conditions regarding her navy will be respected if there is an armistice. Les garanties, Monsieur Churchill tient à savoir comment vous pourrez garantir en cas d'armistice que les conditions prévues seront respectées en ce qui concerne la flotte. Le flotte, Renault. Le flotte trade beaucoup inquiétude pour me. Si la flotte française attaque l'Angleterre, l'Angleterre finit, morte. Oui. Mais que faire? Voilà. Que faire? Si quelqu'un trouve une solution, je veux bien lui céder la place. Mon général, il y a là monsieur l'ambassadeur de France accompagné de monsieur Jean Monnet qui demande à vous rencontrer. Monsieur Monnet. Voyons quelle idée lumineuse a bien pu germer dans ce puissant cerveau. Faites-les patienter un instant, je vous prie. Bien, mon général. Je suis revenu des États-Unis il y a peu. Mon général, votre présence ici est proprement miraculeuse. Vu l'état des liaisons avec la Grande-Bretagne, je ne suis pas loin de le penser, monsieur l'ambassadeur. Respect, mon général. Pardon de vous prendre des beautés, de Gaulle, mais nous venons vous parler d'un projet qui est susceptible de bouleverser le cours des événements. Si tel est le cas, messieurs, il me paraît prudent de nous asseoir. Désirez-vous que je fasse monter du thé, du café? Pas pour moi, mon général. Merci, mon général. Alors, avec votre permission. Savez-vous que le gouvernement français a confirmé hier par télégramme la requête faite à Tours par M. Paul Reynaud au sujet d'une éventuelle demande d'armistice?
Quelle a été la réponse du gouvernement britannique, monsieur l'ambassadeur? Tout porte à croire que les Anglais vont accepter, moyennant des garanties concernant la flotte. Si bien qu'au point où nous en sommes, seul un élément radicalement nouveau, un coup fumant, en quelque sorte, pourrait renverser la marche des événements. Et j'imagine que ce coup fumant se trouve exposé dans le petit dossier que vous serrez contre vous. En effet, il s'agit, mais je sais que vous allez crier au fou, d'une proposition d'union de la France et de l'Angleterre qui serait adressée solennellement par le gouvernement de Londres à celui de Bordeaux. Une union de la France et de l'Angleterre. Comment voyez-vous les choses? De façon très simple. Les deux pays décideraient de la fusion de leurs institutions, de leur pouvoir public, de leur économie. Il n'y aurait plus qu'un seul peuple, une seule armée, une seule nation dressée face à Hitler. Si je vous entends bien, vous voudriez marier le roi George VI avec le président Lebrun, la Chambre des Lords avec le Sénat, et la Home Guard avec la garde républicaine? Le cas de la Home Guard pourrait être provisoirement mis de côté. Savez-vous nager, monsieur Monet? Très correctement. Eh bien, c'est heureux pour vous. Car lorsqu'ils prendront connaissance de votre plan, nos amis britanniques vont vous jeter tout habillé dans la Tamise. Et ceci est votre affaire, n'est-ce pas? Nageant moi-même comme un fer à repasser, je me refuse, si telle était votre intention, à plaider votre cause auprès de monsieur Churchill. Monsieur Churchill est déjà au courant. C'est exact, mon général. Et Lord Halifax proposera cet après-midi le projet d'Anglo-French Unity à l'approbation du Conseil des ministres. Puis-je examiner ce document? Bien sûr, mon général. Merci. Faites-moi tout de suite une traduction. Oui, mon général. En somme, monsieur Bonnet, qu'attendez-vous de moi? Une séance exceptionnelle du Conseil des ministres doit avoir lieu à 17 h à Bordeaux. Que M. Reynaud adopte la proposition britannique et qu'il s'en fasse le champion. Son geste peut provoquer le sursaut que nous espérons tous. Dans ce cas, c'est M. Reynaud qu'il faut convaincre. Pas moi. Qui mieux que vous pourrait le persuader?